Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Julien, dans les dernières semaines, on a parlé un petit peu plus de Lotus. Parce que toi, tu as essayé l'électrique, l'utilitaire 100% électrique qui est fabriqué en Chine. Et le premier à bénéficier des exemptions du gouvernement Carney pour un certain nombre de véhicules fabriqués en Chine qui arrivent chez nous. Donc c'est vrai qu'on a mis beaucoup Lotus sur la map ces derniers jours, même dans les grands médias. C'est quelque chose qui n'arrive pas d'habitude. C'est une marque quand même assez nichée. Moi qui suis originaire d'Europe, c'est une marque qui est plus connue. Mais c'est vrai qu'au Canada et aux États-Unis, ça reste assez confidentiel. Oui, absolument. Puis Lotus assemble des véhicules électriques en Chine, mais assemble quand même encore un dernier véhicule à essence. Qui lui ressemble plus. l'Emira. Et puis, j'ai eu l'opportunité d'aller l'essayer à Ethel, qui est le siège social de Lotus, avec l'usine d'assemblage des Emira. En fait, l'Emira qui est l'Emira Turbo, qui utilise un 4 cylindres turbo-compressé de Mercedes AMG. Et puis, il y a l'Emira V6 aussi, qui utilise un bon vieux V6 de Toyota de 3,5 litres, auquel on greffe un compresseur volumétrique Edelbrock. Tant qu'à y être. Tant qu'à y être. Moi, j'ai essayé la Emira 420 Sport, qui est la dernière itération, la dernière version de l'Emira à 4 cylindres, si on veut, qui veut on va le dire un peu comme Colin Chapman, le fondateur de Lotus, disait ajouter de la légèreté au véhicule. Light is right. Light is right. Simplifier et ajouter de la légèreté. Il y a plein de façons d'interpréter qu'est-ce que M. Chapman disait. Un véhicule qui est un biplace. Un petit coupé. Très sportif. Un peu spartiate quand même. Oui, exactement. Petit format pour l'Amérique du Nord. Très différent. Le moteur Mercedes AMG, c'est un moteur qui est quand même assez performant. On parle de 414 chevaux, puis 369 livres-pieds de couple. Et dans la 420 Sport, en fait, on a un véhicule qui est 5 mm un peu plus bas. On a un kit de freinage AP-Racing qui est plus robuste. On a une suspension Bilstein. Mais 420 Sport de base n'est pas plus légère que la Turbo SE, là, mettons l'Emira classique. Pour avoir ou ajouter la légèreté, j'aime tellement ça dire ça, jusqu'à 25, pour retrancher les 25 kg qu'on parle dans le communiqué de presse, il faut ajouter l'ensemble maniabilité léger qui ajoute toutes sortes de petites composantes ou qui troque toutes sortes de petites composantes sur le véhicule comme le système d'échappement en titane, une batterie au lithium qui est beaucoup plus légère et une suspension multimatique conçue et assemblée au Canada, ce qui est vraiment cool, ajustable à la Lotus, c'est-à-dire avec des outils et puis on se glisse en dessous du véhicule et on fait nos propres ajustements. À l'anglaise un peu, oui. Exactement. Et puis toutes sortes de composantes aérodynamiques et puis de panneaux en fibre de carbone, comme par exemple la lunette à l'arrière ou le haillon à l'arrière qui est beaucoup plus léger. On arrive à enlever là, essentiellement avec d'autres composantes 25 kg sur le véhicule. J'ai eu l'occasion de conduire le véhicule sur la piste, sur la piste de développement à Ethel, puis également sur la route. C'est sûr que quand on conduit l'Emira V6, il y a le son du 6 cylindres avec le compresseur volumétrique. Ça ajoute à l'ambiance, là, ouais. Mais je peux dire que la sonorité avec l'échappement en titane du moteur Mercedes AMG, c'est là quand même avec les soupapes de décharge, puis la bypass valve, la blow-off valve, etc. C'est le fun quand même. C'est le fun quand même à conduire. Qu'est-ce qu'on aime le plus chez Lotus? C'est la direction, le châssis, la direction aussi qui est très précise. Tu sais, c'est comme électro-hydraulique, là, si on veut, donc complètement connecté avec le conducteur. Évidemment, avec ce véhicule-là, sur la route, on a également pu conduire le véhicule sur la route, conduite à droite aussi, qui est quand même assez le fun. On a la transmission automatique à 8 rapports qui est pas disponible avec ce moteur-là. C'est seulement à faire avec le moteur, la transmission manuelle à 6 rapports qui est disponible avec le moteur V6. Nous autres, on a la transmission à 8 rapports. Toujours aussi agréable. C'est sûr que les gens qui cherchent quelque chose d'un petit peu plus engageant vont aller vers peut-être l'Emira V6. Surtout pour ce type de véhicule, ça peut toujours être intéressant quand même si on n'a peut-être pas le dernier cri en termes de fibre de carbone et de légèreté ultime. Ouais. Je pense que c'est quand même intéressant comme de garder ça. Un dernier, tout ça, c'est ça qu'on trouvait difficile. J'ai posé la question aux gens chez Lotus, pourquoi ce véhicule-là n'est pas disponible avec une transmission manuelle tant qu'à y être. Bon, le poids,
et la réglementation, évidemment. Oui. Là, puis l'Europe aussi. L'Europe, là, c'est impossible. Donc, c'est toujours le mur qu'on frappe avec ça. Puis, avec le V6 et le 6 cylindres, c'est quelque chose d'éprouvé déjà, c'est déjà fait. Donc, ouais. Je pense que pour les gens qui connaîtraient pas trop les Lotus, l'Emira est déjà un tout petit peu plus bourgeoise que ce qu'étaient par exemple les Elise avant. Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'en conduire une il y a une quinzaine d'années. Un ami avait ça. C'est quand même des voitures très légères, qui étaient très tranchantes, mais qui demandaient beaucoup de compromis. Là, c'était bruyant. Plus léger que l'Emira. Là, oui. C'est comme on est plus équipé avec l'Emira. C'est ça. Elise exige, là, c'était vraiment dans l'esprit de Lotus. Elise exige, c'était quand même spartiate aussi. Puis ouais. Fallait être prêt à faire des choix, à dire bon. Le confort, on va même beaucoup le mettre de côté. Ouais. Dans une Emira, quand même, c'est plus facile à vivre. Moi, j'ai eu la chance de la conduire quelques kilomètres, un peu après l'électrique, justement, au même lancement. C'était une régulière, pas la même que toi, mais j'aime beaucoup ce châssis-là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ouais. Le toucher de route de cette voiture, il est exceptionnel, vraiment. C'est vrai que c'est pas ce qui se vend le mieux en Amérique du Nord, c'est un peu petit quand même comme véhicule. Ouais. C'est pas toujours confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Mais je trouve qu'il se dégage quelque chose de très particulier de cette voiture. Ah non, c'est unique comme conduite. Puis j'ai trouvé. T'as le sourire avec cette voiture-là quand tu la roules. Sur la route avec la suspension multimatique, là, ça fait peur tout de suite, une suspension ajustable, etc. Mais je pense que les réglages qu'on a faits au véhicule étaient somme toute très acceptables pour le confort sur route. J'aurais pas peur de conduire ce véhicule-là l'été. Là, c'est pas trop pointu. C'est pas trop pointu. Okay. Fait que, oui, on n'est pas tout à fait dans l'esprit comme les exigent, original, mais on peut conduire ce véhicule-là. Il y a le système d'infodivertissement, il y a la portion du toit qu'on peut enlever. C'est vivable là, comme véhicule et ça nous rend... Ça amène un dilemme à un acheteur, par exemple, qui, 718 Cayman. C'est plus là. Bye bye, là, mais tu sais, c'est à ce type d'acheteur-là, on est pas dans la discipline, la précision, pas aussi prévisible qu'une 718 Cayman, mais juste assez de folie, assez juste un petit peu plus dévergondé pour que ça lui donne le caractère que j'ai adoré de ce véhicule-là. Ouais, c'est plus mobile, c'est un peu plus joueur. Oui, exactement. C'est moins à l'allemande, évidemment, parce que c'est pas allemand, mais je te rejoins à 100% là-dessus. Je pense que c'est intéressant. En termes de tarifs, par contre, c'est pas donné. J'ai pas les prix sont dans mon article, mais on tourne autour de 168 là, quand c'est bien équipé, puis tout ça, puis là, fait que on rentre dans un prix de 911,9. Ouais, exact. Ça commence à être un peu cher. Ça commence à être un peu cher. C'est un pensez-y bien. Une autre petite voiture que j'aime conduire, qui est pas dans la même gamme de prix, mais qui est quand même axée sur le plaisir de conduire dans sa propre identité, c'est la Volkswagen Jetta GLI. Oui, voiture que j'ai conduite dernièrement. Il y a 3 semaines, j'ai conduit cette voiture-là. En fait, sur la flotte de Volkswagen Canada, il y avait une voiture manuelle. Je dis bon, je vais quand même la réserver parce que je pense que c'est intéressant. Surtout qu'elle quitte fin 2026, elle sera plus disponible en 2027. La Jetta manuelle, il y aura que l'automatique. C'est dommage, mais en même temps, rationnellement, on voit pourquoi Volkswagen fait ce choix-là, parce que c'est beaucoup moins acheté, parce que c'est plus de complexité à fabriquer des véhicules avec des boîtes de vitesse différentes, etc. Donc bon, nous on le déplore parce qu'on est des tripeux là, mais je pense que malheureusement en termes de décision d'affaires, c'est une décision qui est normale. Moi j'aime beaucoup cette voiture-là, je la trouve intéressante pour plusieurs points. D'abord, c'est une sportive quand même. Elle est moins puissante qu'une GTI, qu'une Golf. Une petite berline allemande, c'est avec tout le discret. caractère qui vient. C'est assez discrète quand tu la regardes. C'est pas ostentatoire ou c'est pas un véhicule pour se montrer là, comme tel. Mais t'as un grand coffre. T'as pas de haillons, mais t'as un grand coffre très logeable. T'as 4 vraies places, beaucoup de place à l'arrière. C'est une voiture qui est pratique quand même. Donc tu peux l'envisager au quotidien sans problème. C'est moins engageant qu'une Golf GTI, quand même aussi. Mais non, il faut le dire, mais c'est plus confortable par contre. Donc au Québec, c'est un beau compromis. C'est pas forcément un désavantage au Québec sur les routes défoncées qu'on a. Moi, je l'ai trouvé pratique, agréable à conduire au quotidien. La boîte de vitesse manuelle, c'est quand même toujours le fun. Il y a un peu plus de débattement que sur la boîte des Golf et GTI et R quand c'était encore disponible. Mais encore là, on va bien vivre avec ça, là. C'est pas très grave. C'est une voiture qui pardonne beaucoup, qui est pas du tout pointue ou difficile à conduire. Et je pense que pour bien des gens qui veulent un peu de sportivité, qui aiment avoir du fun, mais qui veulent pas non plus tout sacrifier, je pense que c'est vraiment intéressant. On a réglé quelques petits bobos dans l'habitacle au niveau de l'ergonomie. Si je me trompe pas, les commandes, c'est un peu mieux qu'avant. Un petit peu mieux qu'avant, avant, dans le que dans le pire de Vaux, mais
Mais oui, non, c'est une bonne chose. Ouais. Puis les boutons physiques sur le volant exactement, aussi, on les sont voit, des vrais boutons, qui sont pas des boutons haptiques ou tactiles, donc tu sais ce sur quoi tu appuies. Ouais. Je pense que ça c'est intéressant. Combiner une instrumentation aussi qui est pas un énorme écran, c'est quand même un écran, mais c'est pas gigantesque. C'est des jauges assez classiques, tu lis ça facilement. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Pour ce qui est de la consommation, moi j'ai consommé 8 litres au 100. Okay. Et c'est 8.1 d'annoncé, donc c'est conforme. Ouais. En ville, 100%, là, t'es plus à 11 litres, mais en même temps... Mais pour une petite voiture, le fun à conduire... c'est ça. C'est très correct. Honnêtement, c'est très correct. Ouais. Et je pense que si on fait le bilan un peu global, c'est vraiment positif. Il y a le tarif aussi quand même qu'il faut regarder. La Jetta, on est à 38 300 $ environ, prix de départ, sachant qu'une Golf GTI est à 40. Rien que de dire ça, ça me donne un peu le vertige. Mais en tout cas, tout a monté, fait que c'est pas juste Volkswagen. Ouais. Donc il y a quand même il y a en gros un 2000 $ d'écart entre les deux. Mais c'est vrai que c'est pas tout à fait le même type de véhicule. T'as plus de puissance dans la Golf, puisque t'es à 241 chevaux au lieu de 228. Mais, et puis t'es un peu plus... Ouais, il y a plus de suspension dure, puis un peu plus d'engagement. La direction est un peu plus précise aussi, je trouve. Ouais. Mais c'est ça. Ça va dépendre de ce qu'on recherche. Les deux voitures sont pertinentes à nos yeux au sein de l'équipe du Guide de l'Auto, mais pour la Jetta manuelle, traînez pas si elle vous intéresse, parce que à la fin de l'année, ce sera fini. Voilà. Une page qui se tourne chez Volkswagen, quand même. Une autre. Encore une. J'ai essayé dernièrement le Mazda CX-5, un véhicule qui est très populaire au Québec, qui a eu une petite refonte, des modifications quand même assez considérables côté physique. Mais qui a perdu son moteur turbocompressé qu'on aimait beaucoup. On reste avec le moteur très non-nonsense, 4 cylindres, 2.5 litres, qui fait 187 chevaux. Qui est très fiable. Qui est très fiable, avec la boîte automatique à 6 rapports. Aussi. Qui fait bon mariage avec ce moteur-là. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon duo. Absolument. Pas le plus efficace, mais... quand même, pour la conduite, ça fait bien le travail. Ça fait bien le travail. On aimait mieux l'autre moteur turbocompressé, mais on l'a enlevé. Donc, le CX-5 n'a pas d'hybridation, n'a pas d'électrique, n'a pas de deuxième moteur. Alors, seulement ce moteur-là maintenant. Et puis, je trouve qu'il a perdu des plumes dans son habitacle avec ce nouvel habitacle-là. Parce que, une affaire que j'ai toujours trouvé que Mazda, on faisait beaucoup de compromis pour la sportivité. On faisait des compromis quand on loge une Mazda dans son segment. Il y a toujours des compromis sur l'espace. Le design avec l'ergonomie. La visibilité arrière aussi. L'ergonomie terrible avec le système d'infodivertissement, avec la roulette qui n'est plus, mais la finition intérieure, le look du véhicule, même le CX-5 maintenant, là, je le regarde puis je dis wow, c'est un beau véhicule. Ça se classe dans un segment de luxe, pratiquement tu le regardes, c'est très beau. Ouais, il se surclasse, c'est vrai. Excellent, mais je trouve que ça a toujours été un peu des compromis, puis les gens, mes collègues au Guide de l'Auto ont toujours adoré pour la conduite, mais quand je me retrouve à recommander un utilitaire compact à quelqu'un qui s'en fout du look nécessairement ou qui s'en fout de la performance de l'agrément de conduite, le CX-5 n'arrive jamais parce que justement, il y a encore moins de points parce que justement, l'intérieur, c'est rendu juste un écran. Donc, la finition dans l'habitacle s'apparente un peu à tout. Là, c'est pas moins bon que personne d'autre. Peut-être plus générique. C'est meilleur qu'un RAV4, là, on va se le dire, parce qu'un RAV4, la finition intérieure, ça a même régressé. Ça a régressé. Mais on a tout réuni dans l'écran, qui est pas le plus facile à utiliser pour les commandes de la ventilation. On a 2 formats d'écran, si je me trompe pas. Le plus petit est le moins intrusif dans la planche de bord. Tu sais, je me demande où est-ce que ça... Puis, ils vont continuer à en vendre parce qu'il y a des acheteurs très, très, très fidèle du CX-5. Et puis, il y a la fiabilité. Puis, le fait que ce véhicule-là, tu n'auras pas de problème avec. Sur papier, tout est éprouvé en vérité, à part l'écran, où il pourrait y avoir peut-être des problèmes informatiques. Parce que c'est nouveau, là. C'est ça. Mais c'est vrai que si on regarde du côté châssis, moteur, train roulant, tout ça, c'est quand même beaucoup plus éprouvé. Aucun nonsense. Donc, c'est plus rassurant pour le long terme ou le moyen terme, ça, c'est vrai. Je pense que le manque d'hybridation va lui coûter cher, d'autant plus que Nissan, avec le Rogue e-Power, s'en vient avec un modèle hybride. Toyota, c'est un véhicule qui peut consommer en avant. C'est moins de 5 litres 5 dans les meilleures conditions. CR-V aussi. Forester, même s'il est cher, on en parlait en début d'émission. Donc, il y a quand même beaucoup de... Et puis, il y avait aussi les Coréens qui proposent de l'hybridation. Donc, Mazda est un peu à la traîne de ce point de vue-là. Et c'est dommage, surtout que les gros CX-70-90 proposent l'hybridation, même PHEV en plus. Mais je pense que ça va lui faire défaut parce qu'il consomme quand même plus. De fait, il pourra jamais à côté 5.5 litres au 100, sauf dans des conditions
parfaite pendant 10 km, là, mais ça n'arrivera pas dans la vraie vie. Ça pourrait lui coûter un peu cher aussi, je pense, malheureusement. Et faudrait que Mazda se lance là-dedans plus tôt que tard, je pense, pour refaire son retard là-dessus. Ouais, puis garder la vache à lait, le véhicule de volume, là, qui est un CX-5, surtout chez nous, là. Mais, tu sais, le mot de la fin, c'est que c'est toujours aussi agréable à conduire, un CX-5. C'est le fun. C'est pour un utilitaire, là, quand tu débarques d'un RAV4 ou tu débarques c'est plus dynamique, puis on se sent plus connecté à la route, mais c'est pas mal ça. T'as essayé gros véhicule qui fait un gros statement, le Ford. Pas cher, pragmatique, Bronco, et économique. Raptor. Pas cher. Ouais. C'est drôle, on a dit ça. Ah ouais, là c'est toujours. C'est un véhicule que je trouve à la fois fascinant et à la fois totalement inutile. Ah ouais. Parce que il est extrêmement gros, extrêmement haut, extrêmement large. Ouais. Faut voir les gros élargisseurs d'ailes, ouais. les immenses roues, les gros pneus en route. Alors par contre, tu crains rien. Là, c'est même si tu veux te stationner, si tu frottes un peu un trottoir, les chances que tu rayes quelque chose sont à peu près inexistantes. Puis, la couleur est superbe en plus. Ouais, il était vraiment hot. Puis il est vraiment très haut. Là. Il est très très haut. Tu sais, quand on dit monter dans une voiture, là c'est vraiment le cas. Là. Tu montes au sens propre dans la voiture. Ouais. Par contre, je trouve que c'est un véhicule qui est quand même très cher. Vraiment très cher. On démarre à 109 000 $. Mm-hmm. Puis là, tu peux rajouter des options, tu peux mettre des ensembles esthétiques qui peuvent coûter 7-8 000, plus d'autres affaires encore. Ça peut te faire une méchante facture. Là, taxes de luxe et autres, on arrive à des tarifs qui sont quand même très déraisonnables. Après, il y a le fameux V6 3 litres biturbo. Bon, lui, il marche très bien. Hein. On a 418 chevaux. Et puis, on a 440 livres de couple. Donc, on a de la puissance en masse et du couple en masse. Mais d'un autre côté, oui, c'est très performant. Ça se comporte bien. Sur la route, c'est quand même un peu... Bon, il y a du mouvement de suspension, forcément. On s'attend à ça de ce véhicule-là. Là. Exact. Mais il est moins caricatural qu'un Wrangler 392. Okay. Qui, lui, est vraiment... Mais t'as un très gros V8 sur le train avant, puis il y a la suspension encore plus souple. Puis dès que tu freines, ça plonge. Dès que tu accélères, ça cabre. Bon, là, c'est quand même un peu moins pire. Mm-hmm. Je pense... Moi, j'ai fait juste de la gravelle. J'ai pas fait du hors-route pur et dur. Mais je pense que pour moi, le seul intérêt de ce véhicule-là, c'est si tu veux vraiment te mettre en difficulté. Et que t'es un vrai tripeux de hors-route, puis tu veux aller dans le bois, puis tu veux aller monter des affaires impossibles. Ouais. Là, il se justifie pleinement. Ouais. Mais c'est vrai que pour aller à l'épicerie et revenir... Alors, le monde va te regarder, là, ça c'est sûr, mais je vois pas tellement l'intérêt d'un véhicule comme ça. Comparativement à un autre Bronco là, de n'importe quel dans le catalogue qui est assez exhaustif. Et même si t'as déjà un Bronco avec un 2.7, ça fait déjà... ça accélère déjà bien, c'est déjà le fun à conduire, c'est déjà performant, t'es déjà capable de faire plein d'affaires en route, mais c'est moins... T'as un peu moins de compromis qu'avec ces suspensions-là, parce que c'est vraiment fait... en fait, c'est fait pour ne pas rouler sur la route, en vérité, ce véhicule-là. Donc, je pense que c'est à la fois un véhicule très cool si on l'utilise vraiment, mais moi, j'ai eu un peu le sentiment pendant ma semaine d'essai de dire, mais Julien, ça sert à rien ce véhicule-là pour ce que tu fais là. Pour juste aller du point A au point B, ça fait un peu cher et c'est un peu inutile parce que tu l'utilises pas comme tu devrais l'utiliser. Ouais. Et puis un dernier mot sur la consommation quand même. Je pense que même si on s'achète un véhicule à ce prix-là, on n'est pas tant concerné, mais quand même. Ouais. La moyenne annoncée, on est à 15 litres 3. Moi, j'étais autour des 16 litres de moyenne. Okay. Donc c'est plutôt fidèle. Okay. En ville, c'est 23. Ah! Donc il faut quand même garder ça en tête. Comme l'autre disait, igloo. C'est parce que oui, c'est au prix du carburant à l'heure actuelle, il faut quand même l'anticiper. Ouais. Mais encore une fois, si tu achètes un véhicule à plus de 110 000 $, tu sais où tu t'embarques. Tu sais où tu vas. C'est ça. Merci Julien. Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On vous revient la semaine prochaine avec d'autres actualités et d'autres essais. Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans le guide de l'auto.